C'est vrai que dans mon entretien d'embauche, j'ai plaidé sur le fait qu'aujourd'hui, le numérique qu'on aime, il est menacé de capture et de prédation et qu'il faut peut-être devenir un tout petit peu plus belliqueux et On que, revient à l'offensive. oui, Ouais. et qu'en particulier, on sera peut-être un peu plus attentif aux communs, aux logiciels libres qui sont des facteurs de souveraineté ou qui sont des points de butée pour certains appétits. Donc on aidera tout le monde, mais ceux qu'on va aller chercher, c'est ceux qui nous donnent un peu de force, quoi. À l'occasion du symposium Software Heritage, on est ici au sein du siège social de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. C'est l'occasion évidemment de rencontrer des personnalités influentes en matière de politique numérique, politique publique, mais on va porter notre regard plus particulièrement sur le logiciel comme un bien commun, le logiciel open source, sa création et aussi le soutien à son écosystème. Alors épisode 2, je suis avec Henri Verdier. Bonjour Henri. Bonjour. Vous avez dirigé Etalab, le service de l'administration publique chargé de l'ouverture des données. Vous êtes l'ancien directeur interministériel du numérique et du système d'information et de communication de l'État qu'on appelait la DINSIC, aussi ambassadeur pour le numérique durant 7 années. Vous êtes membre du conseil scientifique et de la prospective de la CNIL et le nouveau directeur général de la fondation INRIA. Alors, avant de parler de vos nouvelles fonctions, ça m'intéressait quand même que vous nous donniez quelques mots sur ce siège d'ambassadeur. Comment ça se passe une journée d'ambassadeur et comment ça a évolué au fil des années pour vous? Oui, beaucoup de gens m'ont demandé parce que, d'abord, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est la diplomatie et en plus, ils n'imaginent pas qu'il y a une diplomatie du numérique. Mais après, quand on réfléchit, on comprend assez vite. D'abord, il y a de nombreuses décisions concernant le numérique sont l'objet de négociations internationales. Des standards techniques qu'on négocie à l'UIT, l'éthique de l'IA ou les déclarations que l'UNESCO a faites sur l'intelligence artificielle, mais aussi... Et c'est discuté entre ambassadeurs? Non, pas du tout. Alors, c'est ce qu'on appelle la diplomatie multi-acteurs, c'est-à-dire que c'est très fatigant. C'est à la fois le système multilatéral, donc c'est à 200 pays, plus des représentants de la société civile, des entreprises, de la recherche, etc. Il y a aussi une dimension bilatérale, donc il m'est arrivé d'aller passer des messages à Moscou ou à Pékin. Là, c'est plus souvent sur le cyber. Il y a une dimension aide publique au développement. Il y a des grandes stratégies d'accompagnement des économies émergentes, etc. Et puis, on peut avoir quelques agendas. Donc, par exemple, la diplomatie française, depuis 7 ans, a été très favorable au logiciel libre, au commun numérique, parce que je crois vraiment que c'est un ressort de souveraineté européenne. Comment vous diriez que ça s'est concrétisé, justement, ou qu'est-ce que vous retenez de ces 7 ans? Alors, parfois, je disais à mes filles que comme dans, je ne sais plus si c'est Kingsman ou je ne sais plus quel film, les jours où j'ai réussi, c'est quand il n'y a rien en une des journaux. Donc, une partie ne se voit pas. Mais par exemple, puisque je parlais des communs, il y a un mois, on a inauguré l'EDIC, le European Digital Infrastructure Consortium, où l'Europe va financer des communs numériques comme levier de souveraineté. On a monté le Christchurch Call, par exemple, qui était une organisation avec des entreprises, des citoyens et des États pour s'organiser pour retirer les contenus terroristes dans le respect de l'état de droit et du contradictoire, ce qui était la petite subtilité. Il y a un certain nombre de formats comme ça, ou d'enceintes, ou de projets qui ont été importants. Juste avant que je parte, on a lancé un travail pour commencer à réguler le marché des entreprises privées de la cyberattaque. Parce que ça existe, il y a un marché, mais on ne veut pas que ce soit des acteurs... C'est pas tellement ça dans l'ADN de l'Europe, ça, l'attaque. Oui, mais bon, on a des services et aussi ils achètent des solutions et on ne voudrait pas pour autant que nos fournisseurs déclenchent des guerres, fassent des guerres privées, provoquent des escalades. Donc on voudrait quand même arriver à réguler un peu ce marché, quoi. Cette diplomatie, elle a dû être un peu plus compliquée sur les derniers mois? Oui, pas que sur les derniers mois d'ailleurs, puisque vous en parlez... Parce que la diplomatie, c'est aussi travailler avec d'un côté les alliés et puis les autres. Les frontières se sont un peu floutées. Non, mais je vois votre question. Évidemment, avec l'arrivée de Trump 2, c'est bas les masques. Mais vu du Quai d'Orsay, il n'y a absolument rien de neuf. Les États-Unis veulent se désinvestir d'Europe, deviennent très protectionnistes, veulent se confronter avec la Chine. On le voyait venir. Ça commence avec Obama. Ce qui est peut-être plus frappant, et vous avez raison de poser la question. Au fond, le monde du numérique dans lequel moi j'ai commencé il y a 25 ans, c'est le monde de la transparence, la concertation, la contribution, l'open, des grandes AG à l'ONU où des 6 000, 10 000 personnes viennent pour parler librement.
et les relations internationales se brutalisent. Le système multilatéral est mis à mal par des gens qui pensent qu'il vaudrait mieux avoir une confrontation de grands blocs. Et avec l'IA, ça a rendu tout le monde dingue parce que les gens se disent, en fait, c'est une course à la puissance. Et le premier qui atteint un seuil qui, d'après moi, est un mythe, hein, c'est une fake news, mais l'IA générale, il domine tous les autres pour toujours. Et donc, tous les coups sont permis, toutes les sécurités sautent. Vous avez peut-être vu que les États-Unis, il y a une semaine, l'armée américaine, la semaine dernière, a décidé qu'elle ne ferait plus de tests de sécurité parce qu'elle veut déployer les nouvelles IA en moins de 6 semaines après leur invention. C'est un monde de fous. Mais on avait déjà basculé quand même dans l'Internet plateformisé, un Internet beaucoup moins ouvert, beaucoup moins universel, j'ai envie de dire. Est-ce que ça change véritablement la donne? Vous avez passé le relais là sur le métier d'ambassadeur du numérique et maintenant de l'intelligence artificielle. Il y a ce nouveau mot qui est arrivé à Clara Chapaz. Vous lui avez passé quel dossier? Ça va rester entre nous. Non, mais alors, vous avez raison, c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, nous, nos problèmes n'ont pas commencé il y a 18 mois. Mais d'un certain point de vue, on peut dire que la plateformisation de l'économie numérique, elle s'est posée sur Internet. Donc nos infrastructures de base étaient toujours les mêmes, neutres, décentralisées. Et par-dessus, il y a des gens qui ont développé des services et qui essaient de capturer les utilisateurs. Donc on a aussi ce risque-là avec l'IA, parce qu'on va peut-être nous capturer encore plus. Vous avez vu que les gens ne vont plus sur Wikipédia parce qu'ils demandent à ChatGPT ce qu'il y a dans Wikipédia. Absolument. Donc ça continue, ce mouvement. Mais on commence à avoir aussi des menaces réelles sur le cœur profond d'Internet. Vous avez vu, 80% des nouveaux câbles sous-marins sont posés par les GAFAM. Oui. Ça, on ne l'avait pas tout à fait vu venir, en fait. Et on avait l'impression qu'on avait de puissants opérateurs. j'ai assisté aussi à des standards de fait, le DNS over HTTP, qui était le rêve de Google. Il n'a pas été négocié. Hein. Un jour, ils ont dit on va faire comme ça maintenant. Voilà. Est-ce que ces sujets, ça fait partie de ceux aussi que vous allez adresser au sein de la Fondation INRIA? Quelle est votre mission aujourd'hui? Comment vous voyez, votre mission d'ailleurs? Donc la Fondation INRIA, c'est un opérateur dont s'est doté l'INRIA pour soutenir des projets d'intérêt général. Donc par exemple, aujourd'hui, nous sommes à l'UNESCO pour le projet Software Heritage, qui est un projet sublime. À l'heure où je vous parle, mais ça change tous les jours, ils ont 28 milliards de fichiers informatiques mis en base et qui servent d'outils pour fabriquer des IA, qui servent d'outils pour faire de la cybersécurité, parce que c'est très archivé, très intelligent. Donc, on a déjà des projets comme ça. Le projet PlanteNet vient de nous rejoindre. Donc déjà, ça va être une sorte de maison commune pour des grands communs numériques. Mais c'est vrai que dans mon entretien d'embauche, j'ai plaidé sur le fait qu'aujourd'hui, le numérique qu'on aime, il est menacé de capture et de prédation. Et qu'il faut peut-être devenir un tout petit peu plus belliqueux. Et on revient à l'offensive. Oui. Ouais. Et qu'en particulier, on sera peut-être un peu plus attentif aux communs, aux logiciels libres qui sont des facteurs de souveraineté ou qui sont des points de butée pour certains appétits. Donc on aidera tout le monde, mais ceux qu'on va aller chercher, c'est ceux qui nous donnent un peu de force, quoi. Alors, vous avez employé le terme de commun numérique et en même temps, il y a une proximité avec le mot logiciel libre, open source. Pour autant, ce sont des choses différentes. Comment est-ce que vous voyez cette dichotomie entre commun et logiciel libre? Alors, comme ça fait 30 ans que je suis dans le métier, je ne suis pas sûr qu'il faille passer des heures à faire des définitions parfaites qui seront révoquées par l'interlocuteur suivant. Mais en gros, pour faire très court, jusqu'aux années 70, le logiciel, il est libre. C'est-à-dire les 5 libertés sont là. On peut l'auditer, le copier, le dupliquer, le modifier, le revendre. Et puis arrive le concept avec Microsoft de propriété intellectuelle sur le logiciel. Et donc là, on a été obligé de structurer une définition du logiciel libre. Donc, une des libertés du logiciel libre, c'est qu'il est open source. C'est-à-dire qu'on peut l'auditer. Et puis après, vous avez vu que les entreprises ont inventé des stratégies qui sont quand même des stratégies de capture du marché avec de l'open source. C'est-à-dire, elles sont capables de dire, oui, vous pouvez lire le code, mais je décide tout seul de son évolution et je le fais changer unilatéralement. Donc, le open source n'est pas toujours garant de souveraineté et d'autonomie. Ça peut l'être, ça peut ne pas l'être. Et donc, moi, j'aime bien le concept de commun qui nous vient d'une autre tradition, mais qui est un commun numérique, un digital commons. C'est une ressource qui est cultivée par ses contributeurs. Et donc, sa gouvernance est opérée par les gens qui contribuent. Et par exemple, Wikipédia, OpenStreetMap, ces espèces Software Heritage, ces grandes ressources avec beaucoup de contributeurs et dont le destin est décidé par les contributeurs.
Mais moi, j'entends beaucoup d'entreprises du libre qui viennent aujourd'hui nous expliquer que finalement, quand on part trop sur une politique de commun, on va contre l'écosystème du logiciel libre parce qu'on fait perdurer ce mythe qu'il s'agit uniquement de développeurs qui font ça pro bono et qu'il n'y a pas d'économie derrière. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une bataille, je dirais, qui se mène entre la DINUM, la direction du numérique, et le Conseil national du logiciel libre, qui estime, le Conseil national du logiciel libre, qu'on pénalise l'écosystème libre aujourd'hui en France en n'ouvrant pas le marché public, puisque la DINUM préfère développer elle-même ses outils. Oui, ce qui est faux, mais... Alors, moi, comment je vois vous vous cette situez dans polémique cette bataille je vois cette polémique vous avec connaissez bien tristesse, cet parce que écosystème je connais aussi. bien cet écosystème. La Et vous DINUM connaissez dont bien vous la parlez, DINUM. c'est l'ancienne DINSIC, c'est la suite. Exactement. Et la politique dont vous parlez, je l'ai lancée. Elle a évolué, je ne dis pas que je réponds de tout, mais... Elle s'est accentuée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Et le monde du libre, c'est ma famille. Et d'ailleurs, les gens avec qui nous polémiquons, comme vous dites, après, quand même, on se retrouve à des endroits où on partage des bières. Il faut dire beaucoup... Enfin, vous posez une question compliquée. Premièrement, ils n'ont pas tort de dire qu'il y a d'excellents logiciels libres qui ne sont pas des communs. Il existe aussi des éditeurs de logiciels. Ils peuvent être 5, 10 dans l'équipe et faire un excellentissime logiciel, mais où ils gardent la main sur le... Et notamment, souvent, les très grands architectes ou les très grands informaticiens, ils aiment bien le libre, mais ils ne veulent pas que des milliers de gens leur disent quoi faire, etc. Donc déjà, commun et libre, c'est vrai que ça ne se recoupe pas. Mais la polémique, elle n'est pas tout à fait là. Elle est sur les marchés publics. Ils disent, au lieu de nous acheter nos solutions, vous les développez. Alors là, je dois dire quand même deux choses avant de terminer. D'abord, regardons les chiffres. La dépense informatique de l'État, c'est à peu près 4 milliards par an. Dans ces 4 milliards, il y a à peu près 2 milliards de licences logicielles à des Microsoft, des SAP, des choses comme ça. Et il y a à peu près 2 milliards d'énormes projets faits par Capgemini, Atos, qui sont des projets sur mesure pour la paye des militaires. Il y a 70 millions dans un coin pour la DINUM. Et à l'intérieur de cette enveloppe de 70 millions, moi, j'ai beaucoup plaidé pour que nous réinternalisions un peu de compétences, que nous réapprenions à coder, parce qu'en fait, on était en train de devenir de très mauvais acheteurs. Enfin, l'État, j'ai connu des DSI ministériels avec 1000 personnes, dont 2 développeurs. Tout le reste était des acheteurs. Et une des raisons de l'échec de l'État face au numérique, c'est qu'il ne sait plus en faire. Donc, je dis quand même à mes amis que vous avez cités, petit A, vous tapez quand même une toute petite enveloppe, vous feriez mieux de taper les 4 milliards. Et deuxièmement, quand même, là, il y a un peu de mauvaise foi. La DINUM n'a pas fait un seul logiciel from scratch. Jamais. Ils partent de logiciels libres et ils les repackagent, ils rajoutent une brique d'interopérabilité, ils les redéveloppent, mais ils partent toujours d'un logiciel libre. Et puisque c'est un logiciel libre... Mais là, on a encore, par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi, parce que vous êtes passé à autre chose, et puis ce n'est pas tellement notre sujet aujourd'hui, mais il y a encore l'exemple, par exemple, de Visio, qui ne part pas d'un logiciel open source français. Donc, c'est l'absence de soutien à l'écosystème libre français qui est aujourd'hui décrié. Après, j'ai quand même... C'est une dernière chose. Il peut y avoir des erreurs, et des vanités, et des machins. Parce qu'avant, moi, je ne vous l'avais pas dit, mais j'ai été start-upper pendant 15 ans, avant de rejoindre l'État. Vous imaginez ce que c'est d'être... un chef de projet, donc un chef d'entreprise, et quand vous ne choisissez pas un fournisseur, il va gueuler chez vos actionnaires en disant c'est une honte, c'est indécent. Parce que c'est quand même ça qui se passe dans l'État. Dès que vous refusez un prestataire parce que vous dites non, c'est l'autre qui est meilleur, ils vont escalader chez le politique et vous en prenez plein la tête. C'est quand même bizarre comme marché. C'est quand même difficile du coup d'agir avec rigueur dans un monde où vous êtes contesté. Alors eux, nos amis du Conseil national du logiciel libre, ils polémiquent, mais d'autres, ils ont des rendez-vous discrets chez un président de la République à des heures indues. Je crois que tout le monde essaye d'avoir ses rendez-vous. Mais quand vous dites qu'aujourd'hui, au sein de l'INRIA, vous avez davantage envie de soutenir les projets open, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Comment vous allez mettre en œuvre cette politique de soutien? Donc, une fois encore, d'abord, l'INRIA, c'est avant tout un très grand institut de recherche, 3600 chercheurs, 1000 ingénieurs de recherche, qui fait de la science. Donc moi, je m'occupe de la fondation INRIA, qui est un petit véhicule installé par INRIA pour soutenir des projets d'intérêt général. On a 2 formes d'action, en fait. Nous sommes une fondation abritante, donc on peut aider des projets comme Software Heritage. Déjà, le simple fait que nous les abritions, ça veut dire qu'on leur transfère notre connaissance d'intérêt général
Donc, ils peuvent collecter des fonds qui sont défiscalisés. Et on a aussi construit des fonctions support que j'essaie de continuer à améliorer sans cesse pour que ce soit un endroit où il fasse bon, innover, entreprendre et croître. Quelle fonction support, par exemple? La paye, la compta, D'accord. mais ça peut aussi aller jusqu'à la com, etc. Mais Ok. déjà, on fait les tâches administratives pour leur compte, quoi. Très bien. Donc là, il y a des grands projets comme Software Heritage, comme PlanteNet depuis peu. Il y a des chaires de recherche. Il y a un très beau langage informatique qui s'appelle OCaml. Il y a déjà plusieurs projets. Donc, on va grossir ça. Deuxièmement, on est quand même un peu un acteur engagé déjà. Alors, on a un énorme chantier qui est que nous avons hérité de la tâche de porter le programme Tech pour toutes, qui est magnifique. Mais là, on fait plus du code ou de l'abritage. On a une coalition de 10 acteurs, mais qui eux-mêmes mettent en mouvement 300 acteurs, avec un objectif simple. Vous le savez comme moi, on vit un drame. La part des femmes dans les métiers de la tech est en train de s'effondrer. On est en train d'arriver à des 15%. Et donc, on veut porter d'innombrables actions. Enfin, il y a un plan, mais il y a beaucoup d'actions pour remonter à 30% de femmes dans la tech. Ça veut dire qu'il faudrait que dans les 5 années qui viennent, 20 000 jeunes femmes supplémentaires choisissent des études scientifiques ou techniques. Donc, s'il y a des gens qui nous regardent, faites des sciences, les filles, vous serez mieux payées, ça sera rigolo. Que peut y faire la fondation? Et ben là, on n'agit pas comme Fondation Abritante, on agit comme leader d'un consortium, on travaille sur toute la chaîne, sur la manière dont on enseigne les maths en 4e, sur le fait qu'au collège, elle pourrait y avoir des hommes et des femmes de sciences, sur le fait qu'on a besoin de rôle modèle, sur la manière on travaille avec les universités, sur la manière dont sont conçus les concours. On essaye de trouver des mentors qui peuvent accompagner les filles qui se posent des questions jusqu'à Parcoursup. On travaille même avec les universités sur les violences sexistes et sexuelles dans les écoles d'ingénieurs. En fait, nous, on est l'opérateur, l'animateur d'un gros consortium. Et pourtant, ça fait des années, vous, aux premières loges même, qu'on milite pour que le numérique soit pris comme tel, comme un sujet sérieux, comme un sujet dans lequel on doit absolument prendre en compte l'inclusion et donc la mixité, ça va avec. Ça a du mal à passer, ce message. Ouais, mais il faut regarder la com, parce que ça allait pas si mal il y a encore 30 ans. Il s'est passé quelque chose qui a mal tourné dans le numérique. Vous avez vu, aux États-Unis, là, c'est encore plus caricatural. En gros, 70% des garçons sont républicains et masculinistes, et 70% des filles sont démocrates et pas masculinistes. Ils se parlent plus, ils couchent plus non plus, et ça diverge d'une manière un peu effrayante, quoi. Donc, c'est en train d'arriver avec retard chez nous. C'est des mondes qui se séparent, quoi. Et c'est grave pour plein de raisons. C'est une bataille culturelle, en fait. Oui, c'est grave pour les filles parce qu'elles renoncent à des carrières bien payées et où on a besoin d'elles. C'est grave pour les employeurs parce qu'ils ont que la moitié des talents du monde. Et c'est grave pour le numérique parce qu'on va quand même pas laisser des masculinistes nous inventer les IA du futur, quoi. Non, mais c'est-à-dire que ceux qui fabriquent l'infrastructure du monde à venir, c'est les mecs. C'est une bataille culturelle. Oui. Comment est-ce que vous voyez les choses? Parce que vous l'avez rappelé, vous avez un passé quand même important sur les politiques publiques. Vous avez vu beaucoup d'événements se passer. D'ailleurs, quelles sont les politiques publiques qui vous semblent les plus importantes dans votre historique, celles qui vous dites là vraiment on a passé un cap, on a progressé à ce moment-là? Est-ce que c'était l'open data? Mais en fait, le cycle dont je parlais tout à l'heure en disant qu'on a quand même assisté... Donc, en diplomatie, j'ai assisté à la brutalisation du monde et à l'émergence de super monopoles qui voulaient dominer. En politique publique, c'est quand même un peu la même chose. Cette semaine, je ne sais pas quand vous diffuserez, mais cette semaine, c'est le 10e anniversaire de la loi pour une république numérique d'Axel Lemaire. À cette époque-là, on parlait de droit à la déconnexion. Elle a inventé, Axel, cette idée que les administrations auraient le devoir d'expliquer aux citoyens comment fonctionnent les algorithmes qu'elles utilisent. On a parlé de mort numérique et de respect de nos traces. On a parlé d'open data par défaut, d'open source par défaut. Il y a certains qui ont déterré le rapport Nora Munk qui déjà posait tous ces enjeux sur la table. L'idée là, c'était de faire une civilisation bienveillante, harmonieuse. Ouais. Et on était aussi dans les années Obama où on disait on va faire des démocraties plus directes, les citoyens pourront s'engager plus vite, on pourra mobiliser plus de monde, etc. Oui, on a dû faire face à la montée des périls, quoi. De plus en plus de lois sur le cyber, de plus en plus de lois de régulation des plateformes, de plus en plus de protection de la jeunesse, mais effectivement parce qu'on a des problèmes. Jusqu'à l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans qui vient de passer à en l'Assemblée nationale. Première lecture cette semaine. Ouais. Qui fait l'unanimité pratiquement. Donc d'ailleurs, moi, je me dis parfois que
Ça vous gêne, ça, de l'interdiction? Interdire? J'en ferai pas personnellement, j'en fais pas un combat. D'abord, n'oublions pas, c'est déjà interdit au moins de 13 ans. Hein. Donc on Oui, va juste, ça n'a rien changé. Mais, ça va juste décaler la limite d'âge de 2 ans. Et puis surtout, moi j'ai passé 10 ans là, à essayer d'obtenir des formes d'autorégulation ou de décence de certaines entreprises. Ça ne marche pas. Ouais. Voilà. Donc ça ne marche pas. Enfin, on a des preuves très claires. Il y a eu le Frances Haugen. On a des problèmes innombrables d'anorexie dans TikTok, de mineurs qui Frances vont... Haugen, c'était Instagram, en l'occurrence, Facebook, Instagram. Ouais, ouais de mineurs qui vont sur Facebook. Ouais. On a des preuves qu'ils le savent, qu'ils font rien. Là, vous verrez, dans quelques semaines, va sortir une étude de Columbia qui accuse une de ces entreprises d'avoir mis des trucs de sécurité pour les enfants derrière l'API qu'utilisent les régulateurs et de ne pas l'avoir déployé pour les utilisateurs. Donc c'est exactement comme les pots d'échappement des voitures là. Ils ont fabriqué un faux truc sympa pour les régulateurs et c'est pas ce qu'ils donnent à leurs clients, quoi. Donc à un moment, il faut en tout cas montrer qu'on est capable de prendre des décisions drastiques si nécessaire. Mais ce que je disais, en revanche, il faudrait qu'on arrive à tenir une ligne assez simple. En fait, tout ce qui est interdit dans le monde réel est interdit dans le numérique, mais par ailleurs, tout ce qui est garanti dans le monde réel, comme la liberté de circulation, d'expression. On ne peut pas toujours faire cette comparaison, ça semble un petit peu facile. Non, mais je trouve qu'il faudrait dire tout ce qui vous est garanti dans le monde réel vous est aussi garanti dans le numérique. Ouais. Dont le droit de se mouvoir librement, de rencontrer qui on veut, de s'exprimer. Mais du coup, la liberté d'expression, c'est aussi un sujet très ambigu, parce que certains, là-bas, nous disent vous n'avez pas le droit de dire des trucs nazis. Enfin, vous avez le droit de dire des trucs nazis et faire des appels au meurtre. Mais moi, je dis que par ailleurs, la liberté d'expression, c'est aussi la liberté de parler, sans que 10 000 bots vous sautent dessus et vous harcèlent et vous fassent tourner chèvre, quoi. La liberté d'expression, c'est aussi le droit de parler devant des gens qui vous respectent un peu. Et alors, comment vous voyez les choses évoluer? Et donc, quelque part, on a quand même plus joué en défense depuis 7-8 ans. Ouais. Et puis l'autre tendance de fond qui est quand même importante, mais moi je la trouve positive, c'est que vu la... On a assez de force pour passer à l'offensive. Et justement, c'est que par ailleurs, justement, on a parlé là de la loi Le Maire, etc. Ouais. J'ai connu l'époque où les textes étaient français, et maintenant ils sont européens. Et finalement, les 4 derniers grands textes, c'est le RGPD, le DMA, le DSA et le EA Act. Et chaque fois, c'est des textes européens, quoi. Ouais. Parce que vous avez vu ce qui se passe sinon. Vous vous rappelez peut-être de la directive copyright? Oui. Quand l'Espagne a essayé toute seule, Google News a juste débranché l'Espagne. Ouais. Quand on a fait un texte européen, ils ont payé des royalties 6 mois plus tard, quoi. Parce qu'on est quand même un marché que vous boycottez pas comme ça. C'est difficile de jouer collectif, hein. Même dans les médias. Hein. Mais on est bête. En revanche, c'est aussi chacun difficile joue sa carte aujourd'hui à l'heure de l'IA. Bon. Oui, et c'est un peu con parce qu'en revanche, c'est impossible à une entreprise américaine de dire je boycotte le marché européen. Ils n'ont déjà pas la Chine. Ils ne vont pas boycotter le marché européen. Donc si on savait... Enfin, c'est vraiment, je dis pas ça tout le temps, mais là, sur ces sujets-là, l'union fait la force, quoi. Ouais. Et l'INRIA joue collectif aussi au niveau européen? Quelle est la place de l'INRIA en Europe sur ces sujets? Dans le monde de la recherche, les chamailleries, c'est entre agences nationales, c'est pas avec les autres. Non, mais bon, moi, je suis que depuis 2 mois à INRIA, mais c'est des vrais grands chercheurs comme on les aime, quoi. Donc, de toute façon, ils passent leur vie à travailler avec des collègues. Venez nous voir à la cantine. La moitié des gens parlent des langues étrangères. Okay. J'y vais tous les jours. J'entends toutes sortes de langues autour de moi. Enfin, oui, ils savent jouer collectif. Super, j'accepte l'invitation à la cantine de l'INRIA. Merci beaucoup, Henri Verdier.